Bonjour et bienvenue à ce BPA Live, sécurité dans le sport collectif, réussir grâce au fair play. Il y a toujours des accidents graves dans le sport collectif et pour contrer cela, la Confédération a adapté les conditions cadres et a forcé les associations à prendre des mesures. Et le BPA soutient les associations sportives, les fédérations pour prendre ces mesures et les mettre en œuvre. Le BPA collabore avec la Fédération de hockey, la Fédération de hockey sur glace et l'Association suisse de football, l'ASF. Aujourd'hui, nous allons aborder l'exemple du football. Mais bien sûr que ce sujet concerne tous les sports collectifs. Pourquoi y a-t-il tant de blessés dans le sport collectif et comment pouvons-nous les éviter? Pour en parler, nos invités, Delia Lamissi, responsable Fair Play à l'ASF. Elle a été elle-même footballeuse professionnelle à Aarau et Lucerne. Notre deuxième invité, Evangelos Markoyanakis, capitaine de futsal de l'équipe suisse de futsal, et il est conseiller sport et activités physiques au BPA. Bonjour. Evangelos, pourquoi y a-t-il tant de blessés dans les sports collectifs? Eh bien, 50% des blessures ont lieu à cause de contacts physiques. C'est ce que nous avons trouvé dans notre étude. Il y a des duels dans les sports collectifs, mais aussi du stop and go et des mouvements incontrôlés. Eh bien, ça nous montre très bien comment travaille le BPA. Il y a des études qui sont faites et ensuite le BPA donne des conseils. Dans le sport, eh bien, ça fait mal quand on se blesse, mais il faut aussi des médecins, des physiothérapeutes, il faut peut-être des opérations, des réadaptations, etc. Combien ça coûte? Est-ce qu'on sait? Réponse, eh bien, environ 3,2 milliards de francs par année, tendance à la hausse pour tous les sports. Donc, quand on parle de foot, pourquoi y a-t-il tant de blessés dans le foot? Eh bien, Evangelos l'a déjà dit, le foot est un sport de contact physique et nous savons qu'environ la moitié des accidents dans le foot, un coéquipier est impliqué ou un équipier de l'équipe adverse. Et environ dans un tiers des cas, il y a une faute. Donc, l'aspect fair play est un aspect très important. Et je pense que c'est évident, mais le foot, on y joue avec le pied, donc les extrémités du bas du corps sont très exposées quand on joue à ce sport. Si on regarde les parties du corps qui sont blessées le plus souvent, ce sont le genou et la cheville dans le foot. Ensuite, il y a les balles hautes, parfois il y a des duels, des jeux de tête qui sont bien sûr risqués. Ensuite, il y a des facteurs environnementaux, mais aussi d'autres facteurs. On peut penser par exemple aux conditions dans les installations, les conditions lumineuses, les conditions météorologiques. Ensuite, là, un point qui me semble également très intéressant, nous savons que plus on devient âgé, plus le risque de se blesser augmente. Donc les personnes qui ont plus de 30 ans ont déjà un risque plus important d'avoir un accident que les personnes de moins de 30 ans ou les juniors. Et les personnes de plus de 30 ans, ce sont 20% des joueurs licenciés. Donc, moi, dit le modérateur, je devrais arrêter de jouer au foot? Non, je ne dirais pas ça comme ça, dit Madame Lamissi. Le foot, ça peut être très bon pour la santé, mais il faut faire un petit peu attention. Il faut garder quelque chose en tête et investir dans la prévention. Pourquoi il y a des blessures en foot? Maintenant, nous avons la réponse. Par million d'heures de foot, 84 personnes se blessent. Par million d'heures dans les autres sports de ballon, il y a 38 blessés et 37 blessés en ski alpin. Donc, il est évident pourquoi le BPA collabore avec la SF.
Oui, exactement. Euh, le foot est un sport très accessible, dit Monsieur Markoyanakis. L'ASF, c'est l'association, la fédération avec le plus de membres actifs. Et c'est pour ça que nous collaborons avec l'ASF. L'ASF sait qu'il y a beaucoup de blessés. Elle sait pourquoi. Qu'est-ce que vous faites? Madame la Missy dit, eh bien, nous essayons d'intervenir à plusieurs niveaux. Il y a d'une part la sensibilisation. Il faut faire en sorte que les personnes soient conscientes du risque de blessure. On essaye aussi d'en appeler aux clubs, aux joueurs, aux joueuses, aux entraîneurs et de leur donner des mesures concrètes. Nous avons un groupe de travail avec le Suisse olympique, le BPA et la SUVA pour parler de ces mesures et nous essayons de rendre le foot plus sûr. Le BPA est un partenaire de longue date dans la prévention des accidents et dans le fair play. Et nous avons également des échanges avec des fédérations étrangères pour voir ce qu'elles font, si elles ont de bons exemples, des bonnes mesures que nous pourrions mettre en œuvre ici en Suisse ou que nous pourrions adapter au contexte suisse. Donc, il y a cette collaboration avec le BPA. Concrètement, ça veut dire quoi? Monsieur Markoyanakis dit, eh bien, il y a ce groupe de travail, nous nous rencontrons tous les 3-4 mois, nous parlons des projets, des mesures, il y a différents ateliers que nous organisons ensemble, Quality Club par exemple, où il y a un thème par soirée. Les représentants des clubs pouvaient s'inscrire et participer. Là, nous avons vu comment les représentants peuvent rendre les clubs plus sûrs. Ensuite, il y a Return to Play. Nous essayons d'aider les entraîneurs et les entraîneuses pour qu'ils et elles puissent voir si un joueur ou une joueuse peut déjà retourner sur le terrain ou non. Donc, il y a des accidents à cause de contacts physiques, il y a du contact physique qui n'est pas admis, il y a un certain type de contact physique qui n'est pas admis en foot. Donc, sujet fair play, qu'est-ce que vous faites? Madame la Missy dit, nous avons plusieurs mesures dans le domaine du fair play. D'une part, la sensibilisation, je l'ai déjà évoqué. Ensuite, il y a une campagne dans le foot pour les enfants où il s'agit de mettre en avant le plaisir et non les résultats. Il y a des règles sur les interactions possibles entre les spectateurs et les enfants, où nous voulons aussi faire en sorte que les enfants puissent se concentrer sur le foot. Ensuite, il y a les banderoles fair play. Les clubs peuvent la commander gratuitement. Et il s'agit aussi justement de sensibiliser le sujet du fair play. Il y a aussi des mesures plus concrètes. Les entraîneurs sont des modèles et ils et elles montrent aux joueurs, aux joueuses comment se comporter. Là aussi, au cours des 2 prochaines années, nous allons renforcer le sujet du fair play dans la formation des entraîneurs et des entraîneuses. Nous parlons justement de la base. Et donc, il ne s'agit pas seulement de demander du fair play, mais aussi d'accompagner les clubs. Il y a cette idée du team spirit. Nous avons des experts en fair play qui se rendent chez les clubs pour organiser des entraînements sur le sujet du fair play. Et ces personnes discutent ensuite avec la direction du club pour voir comment renforcer cette idée de fair play sur le terrain et en dehors. Autre point très important en parlant de fair play, c'est le trophée fair play de la SUVA qui existe depuis un certain temps. Je pense que c'est quelque chose de très important parce que le fair play, on en parle souvent lorsque quelque chose de négatif s'est passé. Mais avec ce trophée fair play, nous pouvons récompenser les 3 équipes, les 3 clubs les plus fair play de chaque association régionale. Donc, pour vraiment leur dire merci. Ce sont beaucoup de mesures, dit le modérateur, des mesures qui ne coûtent pas grand-chose. C'est très important pour le sport populaire, hein. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Peut-être que d'autres associations sportives pourraient s'inspirer de ces mesures. Oui, dit M. Markoyanakis, ces points de fair play ou ces pénalisations sont quelque chose de très important.
Ces pénalisations comme deuxième critère après le point, les points, c'est très intéressant. Exemple du FC Groningen qui a pu jouer contre le FC Thun. Là, nous pouvons renforcer cet esprit de fair play. Donc là, il faudrait peut-être qu'on parle de ces points de pénalité. Donc, les points de pénalité, on les reçoit s'il y a un carton jaune, un carton rouge, par exemple. Et ces points de pénalité sont très importants dans les ligues inférieures, car là, ils arrivent en deuxième position après les points qu'on reçoit pour les victoires et les matchs nuls. Oui, dit Madame Lamici. À chaque fois qu'une équipe a un carton jaune ou un carton rouge, il y a des points de pénalité. Et plus une faute est grave, plus il y aura de points de pénalité. Les points de pénalité sont la base pour le classement du fair play, du Trophy Fair Play de la Suva. On regarde à la fin de la saison combien de points de pénalité chaque équipe d'un club a eu au cours de la saison. Vous en avez parlé tous les deux. Ces points de pénalité jouent un rôle dans le classement. Si deux équipes ont le même nombre de points et qu'il s'agit de rester dans la même ligue, eh bien, les points de pénalité jouent un rôle. Et je pense que ça montre à quel point le fair play est important. Donc, le FC Groningen était l'équipe la plus fair play. Celle-ci a pu jouer donc contre Thun. Oui, exactement, dit Madame Lamici. Et c'est ce qui est vraiment super dans ce trophée fair play. L'équipe la plus fair play peut se qualifier donc pour la Coupe de Suisse et c'est pour ça que Groningen a pu jouer contre Thun. Oui, c'est génial de pouvoir jouer contre une équipe de Super League ou de Challenge League. Tu as parlé de l'entraînement des entraîneurs, les fonctionnaires exactement. Également, les fonctionnaires n'aiment peut-être pas forcément le fair play parce que quand on parle de fair play, eh bien, il s'agit de se freiner un petit peu, de ne pas tout donner. Est-ce que vous arrivez à sensibiliser et dire que le fair play, c'est quelque chose de positif? Oui. Nous avons ces mesures dont j'ai déjà parlé. Nous essayons de sensibiliser les fonctionnaires. Nous essayons de récompenser les clubs qui font du bon travail en matière de fair play. Je pense que toute personne qui joue au foot sait que ce n'est pas toujours facile. Et il s'agit aussi de les récompenser au niveau sportif et aussi au niveau financier. Donc, les 3 équipes les plus fair play de chaque association régionale sont récompensées, comme je l'ai dit. Et jouer au foot, c'est quand même mieux quand c'est fair play. Est-ce qu'il y a des variantes alternatives au foot? Demande le modérateur. Oui, dit Madame Lamici, il s'agit de variantes plus saines. Nous essayons de jouer, par exemple, sans arbitre pour que les joueurs règlent le jeu entre eux, entre elles. Ensuite, il y a des adaptations de règles pour faire en sorte qu'il y ait moins de contact physique dans le foot, par exemple. Il y a aussi l'exemple de walking football qu'on est en train de développer, où il s'agit de marcher et de ne pas courir. Donc, il s'agit de renforcer la santé et donc de garder ces aspects importants pour la santé du foot, mais de minimiser le contact physique. Donc, il y a plein de mesures, reprend le modérateur. Il y a d'autres sports où des mesures sont prises aussi. Oui, il y a donc l'offre qu'on peut étendre, les sanctions qu'on peut également reprendre dans d'autres sports. Il y a le walking football, par exemple, qu'on peut reprendre pour d'autres sports.
pour enlever un petit peu de l'intensité et pour avoir moins de blessures. En ce qui concerne les sanctions, lorsqu'un junior a un carton jaune, il doit sortir pour 10 minutes. Ce n'est pas le cas pour les adultes. Et là, on pourrait se demander comment on pourrait appliquer ça. Euh, Dans le hockey sur glace, les sanctions sont un petit peu différentes entre les juniors euh, et les adultes, et on peut aussi adapter ça dans d'autres sports comme le basket. Ensuite, d'autres adaptations de règles. Il y a les juniors en, en foot. Les, le corner peut se faire avec le pied et cela mène à des passes plus basses et moins de jeux de tête. Ça permet de moins blesser la tête. Et donc, on peut peut-être essayer de protéger les enfants et donc adapter les règles spécifiquement aux enfants. Est-ce qu'il y a des exemples d'autres sports où des règles concrètes ont été introduites? Oui, dit Monsieur Markoyanakis. En Canada, il y a une interdiction de mise en échec au Canada jusqu'au moins de 15 ans en hockey. Il y a aussi d'autres mesures qui ont été prises en Suisse. En basket, il y a le landing spot, donc là où la personne atterrit après avoir essayé de marquer un but, et ce landing spot doit être libre, sinon il y a une faute. Donc on parle de règles et lorsqu'il y a des règles, on essaie d'aller jusqu'aux limites de ces règles en sport. Quelle est l'importance de l'application de ces règles? Eh bien, dit Monsieur Markoyanakis, une grande partie des blessures se font à cause du contact physique et ce contact physique n'est pas toujours admis. Donc, les règles doivent être appliquées dans le sens de la sécurité, c'est ce que demande le BPA. Il faut donc sensibiliser aussi les arbitres, ça doit être une part importante de la formation des arbitres. Est-ce qu'il y a des règles en foot qui augmentent la sécurité? Oui, Evangelos en a déjà parlé. Dans les juniors, le football, les enfants, il y a des mesures qui font en sorte que les balles ne soient pas si hautes et qu'il n'y ait pas de jeu de tête. Ensuite, en foot des enfants, il n'y a pas d'arbitre, pas de résultat, pas de classement. Et les joueurs, les enfants règlent donc le jeu entre eux pour les éduquer au fair play. L'idée, c'est de montrer que c'est le développement des enfants et la joie qui doit être au centre et pas les résultats. Ensuite, les entrées et les sorties libres et qui sont données jusqu'en troisième ligue pour les hommes et en première ligue pour les femmes, donc les remplacements. Et là, l'entraîneur a un peu plus de marge. C'est lorsqu'il y a une blessure, donc on peut faire sortir un joueur ou une joueuse, le ou la remplacer et ensuite décider en toute tranquillité si cette personne peut rejouer. Ensuite, lorsqu'une personne revient d'une blessure, on peut la faire rentrer pour des temps un peu plus courts pour qu'il n'y ait pas cette fatigue, la fatigue qui mène à plus de blessures d'ailleurs. Donc, parlons de fair play. Si on voit que le jeu est vraiment très actif, qu'il y a beaucoup de provocations, on peut peut-être faire sortir un joueur ou une joueuse pour éviter que cette personne ne fasse une faute ou ne soit trop motivée. Et ainsi, on peut justement calmer le jeu, si on peut dire ça ainsi. Ensuite, les cartons jaunes, Evangelos en a déjà parlé, pour les juniors, c'est une sanction un peu plus directe. Donc, après un carton jaune, il faut sortir pendant 10 minutes pour les juniors. Et pour les adultes, c'est le cas après
plusieurs cartons jaunes, la carton rouge ou quand on ne peut plus jouer. Eh bien, ce sont des mesures concrètes. Il y a des mesures qu'on pourrait encore mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a des idées pour de nouvelles mesures, surtout pour les tournois amateurs? Parce que ça, ce sont des joueurs et des joueuses qui ne savent pas réagir forcément lorsqu'il y a des fautes. Oui, il y a plusieurs idées, dit Madame Lamissi. Quand on adapte les règles, il faut toujours tester ça dans une ligue pour voir comment ça change le jeu, quelles sont les implications, est-ce que c'est faisable. Mais bien sûr, il y a des réflexions qu'on pourrait mettre en œuvre. Par exemple, les fautes cumulées, comme en futsal, qu'il y aurait des pénaltys longs après ces fautes cumulées. Ensuite, il y aurait ces sanctions temporaires qu'on pourrait introduire peut-être pour les adultes jusqu'à une certaine ligue. Et puis, il y a aussi cette idée de stopper le temps. Comme en hockey sur glace, demande le modérateur. Oui, exactement. Peut-être qu'on pourrait faire ça dans la dernière phase du jeu, dit Madame Lamissi, pour qu'il n'y ait pas trop de retard. Mais donc là aussi, nous nous inspirons des fédérations étrangères. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites pour la sécurité et néanmoins, il y a des accidents. Donc il est très important de savoir quand une personne peut-elle retourner après avoir été blessée? Quand est-ce qu'elle peut retourner sur le terrain? C'est donc le return to play. Evangelos, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nos statistiques nous montrent clairement que le genou et la cheville sont les endroits où il y a le plus de blessures en foot. Et la probabilité de se reblesser au même endroit lorsqu'on s'est déjà blessé est de 3 à 4 fois plus élevée que le risque de base et les joueurs et les joueuses reprennent trop vite. Donc nous avons mis en œuvre ce projet. Les entraîneurs et les entraîneuses reçoivent une checklist, un protocole. Ils et elles peuvent voir avec le joueur, faire des exercices avec les joueurs et les joueuses pour voir s'ils et elles sont déjà prêts à retourner sur le terrain. Il y a ici l'exemple du genou. D'abord, on pose des questions. Ensuite, il y a la flexibilité, le poids qu'on met de façon contrôlée, les sprints et les sauts et tout cela avec de plus en plus d'intensité. Si on ne réussit pas un exercice ou qu'il y a des douleurs, eh bien, le joueur ou la joueuse ne peut pas encore retourner sur le terrain et doit consulter un médecin ou une équipe médicale. Et si le joueur ou la joueuse réussit tous les exercices, eh bien, il ou elle peut retourner sur le terrain. Est-ce que tu pourrais nous montrer un de ces exercices? Peut-être un mouvement contrôlé, puisque tu as plus de 30 ans? Alors, il y a, par exemple, la fente avant. Le genou blessé est mis en avant et il s'agit de descendre tranquillement, faire en sorte que le genou passe sur le genou, pas à gauche, pas à droite, pour faire en sorte que les ligaments ne soient pas endommagés et voir si on arrive à faire cette fente avant. Donc, des enseignants trop enthousiastes, des parents trop enthousiastes, ça pourrait aussi les aider hein, pour qu'ils se retiennent. Nous en venons déjà à la fin de ce BPA Live, Evangelos. Quel est le but du BPA pour ce domaine? Eh bien, les sports collectifs sont une grande joie pour beaucoup de personnes, mais il y a aussi des blessés graves. Et donc, tout le monde doit devenir actif. Les arbitres, les entraîneurs, les entraîneuses, les joueurs, les joueuses, les clubs aussi, pour faire en sorte qu'il y ait moins de blessés graves. Nous, du BPA, nous pensons qu'il est important de mettre en œuvre les règles, qu'elles soient appliquées très strictement, et nous pensons qu'il y a encore un potentiel que nous voulons utiliser avec l'ASF. Delia, quels sont les avantages de la collaboration avec le BPA pour l'ASF? Madame Lamissi dit, eh bien, nous profitons des connaissances et des données, des recherches. Nous voyons que, par exemple, le genou et la cheville sont les articulations les plus touchées. Et là, nous pouvons prendre des mesures concrètes pour préserver ces articulations. Nous
Le BPA collabore avec d'autres fédérations sportives et c'est très intéressant pour nous de voir ce que font ces fédérations pour prévenir les accidents et nous pouvons voir ce que nous pouvons implémenter pour le foot. Le forum BPA sur le sport le 12 novembre, Evangelos, un petit teaser. Eh bien, nous aurons des invités très intéressants. Florence Schelling, gardienne de but de hockey sur glace. Andreas Gerber, président du FC Thun. Ou aussi Reto Balmer, qui est le directeur du développement sportif de Suisse Unihockey. Et lors de ce forum, nous voulons montrer qu'il est très important de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accidents ou moins d'accidents dans le sport. Nous avons beaucoup d'idées que nous aimerions partager avec vous lors de ce forum. Eh bien, c'en était déjà tout pour ce BPA Live. Donc, la sécurité dans les sports collectifs, réussir grâce au fair play, c'était notre sujet. Le forum BPA, ce sera un événement hybride le 12 novembre. Vous pouvez donc nous rejoindre, mais aussi nous rejoindre depuis votre bureau. Vous pourrez vous inscrire à la fin de l'été. Merci à toute l'équipe, merci à l'Office fédéral du sport, merci à vous, mesdames et messieurs, spectateurs et spectatrices, de nous avoir suivis. Au revoir et bonne journée.